Ce à quoi il faut éduquer les enfants, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est éduquer, notamment les petits garçons, au fait que les petites filles et les jeunes femmes et les femmes sont des êtres humains à part entière. Je voudrais quand même rappeler que les féministes ne veulent tuer personne, ne veulent castrer personne, ne veulent demandent l'égalité. Enfin, les féministes n'ont jamais tué personne, à la différence des masculinistes d'extrême droite qui tuent à intervalles réguliers aux États-Unis. Je me souviens quand j'étais au collège et au lycée, il y avait tout ce truc de l'étoile de mer. On disait ah oui, les filles, c'est vraiment cette fille, c'est une étoile de mer, elle bouge pas, etc. Au fond, l'étoile de mer, c'est quelqu'un qui vous dit « je n'ai pas envie de ce qui est en train de se passer ». C'est intéressant sur un plan philosophique de réfléchir au fait qu'on n'a pas de langage pour décrire la sexualité quand elle ne marche pas. Je crois que c'est une affaire qui a marqué non seulement la France, mais le monde entier. Ce procès dit des viols de Mazan. On a l'impression qu'il y aura un avant et un après dans les rapports de pouvoir entre les sexes avec cette affaire, avec ce procès. Et pour tenter de le penser, parce que on a longuement évoqué ce procès, mais finalement on l'a peu pensé. Je vous ai invité, Manon Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'Université libre de Berlin, et vous publiez un livre que j'ai qualifié d'important sur ce procès, Vivre avec les hommes, réflexion sur le procès Pellico. C'est aux éditions Flammarion. Tout d'abord, pourquoi une philosophe décide d'aller sur place, puisque vous avez suivi ce procès? Oui, c'est vrai qu'en général, les philosophes ont tendance à rester plutôt dans leur bureau, dans leur fauteuil ou dans leur bibliothèque. Et moi aussi. Mais c'est vrai qu'après avoir suivi le procès pendant, disons, 6 semaines à distance, je m'étais dit que j'allais y aller quelques jours pour voir. Et en fait, j'ai été complètement happée par le procès parce que j'ai fait l'expérience du fait qu'il y avait une chair de ce procès, un corps de ce procès, que son incarnation dans l'espace et dans des gens comptait, que quand on était dans la salle d'audience ou dans la salle de retransmission, il se passait des choses que je ne sentais pas en fait dans les articles que je lisais, même si la couverture journalistique a été très bonne. Et par ailleurs, voilà, moi, c'est mon travail. Je travaille sur les concepts de soumission, de consentement sexuel. Donc, il y avait énormément d'aspects de mon travail qui se retrouvaient précipités dans ce procès. Et j'avais envie de voir, de confronter la théorie au réel. Vous dites cette phrase qui est très paradoxale, et j'aimerais que vous l'éclairiez. Une des thèses centrales de votre livre est la suivante, Manon Garcia. Ce qui fait, je vous cite, du procès des viols de Mazan un grand procès au sens historique, c'est qu'il met un terme à l'espoir exclusif placé dans le judiciaire. Oui, alors c'est vrai que c'est paradoxal parce que en général, ce qui fait un procès historique, c'est plutôt qu'il va y avoir une nouvelle loi, qu'il va y avoir un changement. Apparemment, il va y avoir d'ailleurs une nouvelle loi. Oui, on va pouvoir y revenir, mais si vous voulez, bon, moi, c'est mon côté philosophe. Je pense ce qu'est un événement comme Deleuze, avec l'idée que ce qui fait événement, c'est qu'il y aura un avant et un après. Et justement, je ne sais pas s'il y aura un avant et un après de ce procès, à part un avant et un après un peu déprimant de se dire qu'on ne va pas pouvoir faire des procès pour toutes les affaires de violences sexuelles, que ce n'est tout simplement pas possible. Parce que quand on comprend que Dominique Pellico a réussi à trouver au moins 70 hommes sur Internet, sur un site dont moi, je ne connaissais pas l'existence. Alors, je ne suis pas une personne de référence, mais ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas l'existence de ce site. Et qu'il a réussi à trouver des hommes qui étaient prêts à venir dans la journée, parce qu'à chaque fois, il voulait qu'ils viennent le jour même chez lui pour violer sa femme et qu'ils soient tous géolocalisés à moins de 25 km de chez lui. Ça veut dire que des types prêts à venir violer une femme de 70 ans sédatée, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Et que ça, c'est vraiment ce qu'on a entendu au début sur le procès Mazan, c'était de dire « Ah oui, c'est l'horreur, le monstre, l'extraordinaire ». Mais en fait, justement, il y en a sans doute des centaines, même des Dominique Pellico. Alors, vous révélez des choses assez étonnantes, Manon Garcia. Vous dites que Dominique Pellico, finalement, est allé très loin dans la révélation de ce qui allait se produire, présentant ça quasiment comme un viol.
Ah bah, c'est un viol depuis Non, mais le... dans la manière dont il présentait ça sur le site. Oui, oui. Alors, bon, Puisque il y a des zones d'ombre. l'une des questions que vous discutez évidemment, c'est la manière de savoir dont ces hommes avaient conscience ou pas de commettre un viol. Et c'est évidemment au cœur, comme on l'imagine, du procès. Et vous dites que dans les propos écrits par Dominique Pellicot, certains montraient à ces hommes qu'ils allaient commettre un viol. Ah oui, il n'y avait aucun doute. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des accusés qui ont dit qu'ils ne savaient pas, qu'elle allait être sédatée, qu'elle n'était pas d'accord, etc. Mais pour tous les accusés dont on a la correspondance écrite avec Dominique Pellicot est extrêmement explicite sur le fait qu'elle va être droguée, qu'elle n'est pas au courant, qu'elle n'est pas d'accord, et que donc c'est un viol. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, ils y vont, leur âme et conscience. Et voilà, ils savent qu'ils vont commettre un viol. Alors ensuite se pose la question, et vous revenez longuement là-dessus, sur la question du consentement. Et là, il faut que vous nous expliquiez d'une part ce qu'ont dit ces différents accusés et qu'est-ce que ça suscite en vous en tant que philosophe. Alors, moi, je fais partie des féministes qui ont pris position contre la définition du viol par le non-consentement. Donc, notamment parce que je pense qu'en fait, on utilise déjà énormément cette notion de consentement, qu'on n'a pas besoin de la mettre dans le droit, etc. Maintenant, il semble qu'elle va être ajoutée à la liste de contraintes, menaces, violences, surprises qui définit aujourd'hui dans le code pénal ce que c'est qu'un viol. Et bon, je m'en accommode et je trouve ça très bien. Simplement, je pense que ça ne va rien changer, puisque justement, ce qu'on a vu dans le procès des viols de Mazan, c'est que les juges et les policiers utilisent cette notion en permanence et demandent à chacun des accusés, non seulement s'ils ont eu le consentement de Gisèle Pellicot, mais ce qu'ils ont fait pour s'assurer qu'ils avaient ce consentement. Donc en fait, on a déjà présente ce que les philosophes comme moi appelons une doctrine du consentement affirmatif, c'est-à-dire qu'on considère que ce qui établit l'intention de violer, c'est le fait de ne pas s'être assuré que la personne avec qui on s'apprête à avoir une activité sexuelle, parce que on ne peut pas parler de rapport sexuel dans ce cas-là, a envie de cette activité sexuelle. Et donc, ils n'ont pas demandé à Gisèle Pellicot, et ils le savent très bien, mais ils ont plaidé qu'ils ne connaissaient pas cette notion de consentement, ou qu'ils l'avaient appris au fur et à mesure de la procédure, etc. Mais ça veut dire qu'ils font comme si c'était un malentendu, que c'était une erreur. Mais il ne faut vraiment pas être dupe de ce truc-là, parce que quand on voit les vidéos, en fait, dès qu'elle bouge d'un centimètre, ils sont dans son sommeil, dans son coma, ils sont prêts à partir en courant. Donc ça veut dire qu'ils savent très bien que c'est absolument interdit ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent très bien que si jamais elle venait à se réveiller, ce serait la fin du monde. Ils savent très bien que leur chance, entre guillemets, c'est que personne ne sache jamais qu'ils ont été là. Et vous revenez sur les différents commentaires qu'on peut faire sur le consentement, parce que, évidemment, dans ce contexte-là, le mot consentement, il est compliqué à utiliser. On se dit, mais de quoi s'agit-il? Alors, est-ce qu'il faut faire un contrat, etc. Vous revenez là-dessus, Manon Garcia. Oui, parce que j'étais amusée de voir que Dominique Pellicot lui-même disait oui, le consentement, c'est quand on a un deal avec quelqu'un et que d'autres accusés ont dit ah oui, mais maintenant, ça veut dire qu'il va falloir signer des contrats, etc. Alors que ce qui est très important, et je le rappelle dans le livre, c'est que le lien entre le consentement et le contrat relève du droit civil. Quand on s'intéresse au consentement dans un cas de viol, c'est du droit pénal. Alors c'est ça, vous distinguez le civil et le pénal, et j'aimerais que vous nous expliquiez d'où vient cette distinction et qu'est-ce qu'elle apporte dans le cas présent. Mais le droit civil, c'est le droit des contrats, c'est le droit de ce qu'on fait, vous et moi, si on décide de faire quelque chose ensemble. Vendre une voiture. Voilà, vous me vendez une voiture, donc on passe un contrat, je vais vous donner de l'argent, vous allez me donner la voiture. Ça, c'est le droit civil, c'est le droit des personnes entre elles. Et à côté de ce droit-là, il y a ce qu'on appelle le droit pénal, qui est le droit qui concerne les moments où la société pense qu'elle a été mise en danger par un individu ou plusieurs individus et que c'est la société tout entière qui juge la blessure qui lui a été faite. Et donc, ce n'est pas du tout le même raisonnement. Et le droit pénal ne doit intervenir que lorsque le droit civil n'a pas réussi à organiser les rapports entre les individus. Et donc, c'est pour ça qu'au fond, les victimes
ne devrait même pas avoir droit de citer dans le procès pénal, puisqu'au fond, le procès pénal, c'est entre la société et les accusés. Donc on autorise les victimes à être là, mais fondamentalement, c'est l'État contre les accusés. Et dans ces cas-là, ce qui importe au procès pénal et à la procédure pénale, c'est de savoir si un crime a été commis. Et il y a certains crimes, les viols, les enlèvements notamment, qui n'existent matériellement, dont l'élément matériel n'existe que si la personne que si la victime présumée n'avait pas donné son consentement. Vous ne pouvez pas être enlevé avec votre consentement, vous ne pouvez pas être violé avec votre consentement. Sauf dans des cas spéciaux où en fait il y a une présomption irréfragable de non-consentement, par exemple pour les mineurs de moins de 15 ans. Mais donc au fond, il n'y a rien à voir avec un contrat là. Quand on parle de consentement, c'est juste est-ce qu'on a fait quelque chose contre votre volonté ou avec votre volonté. Mais il ne s'agit pas de signer des contrats ou de faire quoi que ce soit qui ait à voir avec des contrats. Mais alors, dans l'un de vos précédents livres, puisque vous reveniez là-dessus et vous consacriez même un livre, La conversation des sexes, à cette question, donc la philosophie du consentement, vous évoquiez, alors avec l'expression qui est maintenant usitée, faire du sexe, comment établir ce contrat, et vous utilisiez notamment des emprunts, des références, un parallèle avec le BDSM, autrement dit avec des pratiques où le consentement est explicite et détaillé. Oui, ce qui intéresse le BDSM, c'est que eux, ils ont Le BDSM, peut-être quelques mots. Le sadomasochisme, en gros, les pratiques organisées de libertinage et de sadomasochisme, donc ça veut dire bondage, domination, soumission et sadomasochisme. Et l'idée de ces communautés, c'est qu'elles veulent pouvoir établir extrêmement clairement la différence entre la violence et le sexe consenti. Et donc, elles font un usage du contrat, mais en fait, c'est aussi un usage érotique du contrat. Parce que ce qui les intéresse, c'est que ça fait partie aussi du jeu érotique et sexuel d'avoir écrit des longues listes de toutes les choses qu'on aimerait qu'on nous fasse ou qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc, il y a un effet érotique du contrat. Ce qui est très occidental, puisque ça vient un peu du manuel du confesseur. Au Moyen-Âge, les premiers écrits érotiques étaient ces manuels du confesseur. Manon Garcia. Oui, et là, je pense qu'il faut faire un parallèle avec Mazan qui me semble très important, qui est comment on... Parce qu'au fond, Mazan, ou écrire ce livre, pour moi, a posé la question inverse, qui était comment s'assurer, quand on écrit sur ce qui est arrivé à Gisèle Pellicot, de ne jamais faire des écrits érotiques, de ne jamais faire un manéuel du confesseur, etc. Ça, vous avez réussi à cet égard. J'espère. Non, parce que mais... vous décrivez notamment ce que nous, néophytes, ne savons pas. Vous décrivez les films qui ont été projetés et... Les vidéos, disons, parce que les films, c'est faire trop d'honneur. Oui, pardon. Forme filmique. Et là, j'avoue que, bon, je ne savais pas que... Voilà, on voyait ce genre de choses et c'est assez terrible. Oui, c'est atroce, mais c'est intéressant sur un plan philosophique de réfléchir au fait qu'on n'a pas de langage pour décrire la sexualité quand elle ne marche pas, ou quand elle est violente, ou quand elle est... C'est-à-dire, ou bien on a le langage médical de la sexualité, ou bien on a le langage pornographique de la sexualité. Mais comment on décrit des actes qui sont des actes sexuels sans les décrire d'une manière qui les rende intéressants, c'est extrêmement difficile. Et j'ai trouvé ça fascinant. Au début, voilà, le juge parlait de caresses à Gisèle Pellicot. En fait, ce n'est pas des caresses. Alors, comment on fait pour inventer des nouveaux mots pour décrire les actes sans leur sens? Bon, mais alors, tirons les conclusions philosophiques de cela. Manon Garcia, vous avez des enfants, j'ai d'ailleurs 2 ados, enfin un ado et un quasi-ado. Qu'est-ce qu'on doit leur dire en matière de consentement? Parce que il faut leur apprendre. Et quand vous posez la question sociale, vous dites finalement, c'est la société qui ne va pas et le judiciaire ne peut pas prendre en charge ça. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'est-ce que Manon Garcia doit expliquer à ses ados sur ce qu'est le consentement? Alors, moi, mes filles sont toutes petites, mais c'est vrai que je leur ai appris, c'était important pour moi, dès le début, de leur apprendre des choses, mais liées à leur âge, appropriées à leur âge, sur
qui a le droit de toucher leur corps, ce qu'elles peuvent faire avec leur corps. Donc, il y a de plus en plus de livres. Donc, en France, il y a les livres de Maïlan Chapiron, notamment, qui sont très, très bien. Mais de dire, voilà, tu as le droit de décider de ce que tu fais de ton corps et de qui a le droit de le toucher et où. Et donc, moi, maintenant, mes filles, elles me disent « Maman, tu ne peux pas me faire un bisou avant de me demander ?» Donc, elles ont un sens comme ça. Et donc, c'est tout le but, d'ailleurs, de l'éducation à la vie affective et sexuelle, de cette éducation au fait qu'on ne peut toucher les gens, etc., qu'avec leur consentement. Donc là, il y a un effet politique. Mais au fond, ce à quoi il faut éduquer les enfants, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est éduquer notamment les petits garçons au fait que les petites filles et les jeunes femmes et les femmes sont des êtres humains à part entière. Mais lorsqu'on a donc des ados plus âgés et qu'il s'agit de leur apprendre cette conversation sexuelle, quand vous disiez ce consentement, donc comment doivent-ils l'attendre à chaque étape de leur vie amoureuse? Je pense qu'au fond, c'est pas aussi contre-intuitif que cela semble. Ça veut dire, quand on a des rapports sexuels avec les gens, on a envie de s'assurer qu'ils ont envie d'être là. Moi, je me souviens, quand j'étais au collège et au lycée, il y avait tout ce truc de l'étoile de mer. On disait, ah oui, les filles, c'est vraiment, cette fille, c'est une étoile de mer, elle bouge pas, etc. Au fond, l'étoile de mer, c'est quelqu'un qui vous dit « je n'ai pas envie de ce qui est en train de se passer ». Donc, c'est pas un mauvais coup, c'est quelqu'un qui n'est pas consentant. Et donc là, est-ce que ça signifie qu'il faut apprendre aux uns et aux autres à être attentif à l'autre, à être... C'est ça, c'est qu'en fait, c'est une éducation beaucoup plus affective et émotionnelle de dire ce que pense l'autre compte. On va revenir là-dessus, Manon Garcia, dans quelques instants. Vivre avec les hommes, réflexion sur le procès Pellico, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions Flammarion. Il y a aussi, vous qui êtes philosophe, vous qui êtes philosophe féministe, une série de choses dans le monde, du côté des États-Unis par exemple, mais pas uniquement, qui témoignent d'une évolution, peut-être d'une involution, j'en sais rien, et de la question donc de l'égalité entre les sexes. On en parlera dans une vingtaine de minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invitée, la philosophe Manon Garcia. Vous publiez Vivre avec les hommes, réflexion sur le procès Pellico, un livre dans lequel vous explorez donc ce procès dit des viols de Mazan, ses implications philosophiques et sociétales à travers le cas donc de Gisèle Pellico, de son martyre. Vous analysez la notion de consentement, cette culture du viol, c'est ainsi que vous la nommez, l'insuffisance du système judiciaire face aux violences sexuelles. Mais avant d'évoquer votre analyse des procès des viols de Mazan, j'aimerais vous faire réagir à ce que vient de dire mon camarade Stéphane Robert, parce que l'apparition de Donald Trump, cette culture masculiniste qui est désormais au pouvoir aux États-Unis, que suscite-t-elle en vous, vous qui êtes une philosophe féministe? Oui, je suis une philosophe féministe. Je suis aussi quelqu'un qui a vécu pendant 9 ans ces dernières années aux États-Unis. Donc, voilà, ça me touche tout particulièrement. Je voulais revenir effectivement sur cette réunion avec J.D. Vance, Trump et Volodymyr Zelensky, parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant sur cette question de qu'est-ce qu'est la masculinité qu'on appelle hégémonique aujourd'hui. Quel est le modèle de masculinité? Parce qu'au fond, Zelensky ressemble à ce qu'on imagine être la bonne masculinité. C'est la masculinité qui fait la guerre, c'est la masculinité un peu voilà, sombre, forte, décidée. Mais aux yeux de Trump... Il fait la guerre en étant l'agressé. En étant l'agressé, mais bon, il se défend. Oui, bien sûr. Mais je veux dire par là que sur le plan moral, il y a, disons, un agresseur, un agressé. Oui, bien sûr. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'au fond, Trump et Vance se comportent un peu comme des enfants géniards à l'égard de Zelensky et cherchent à l'humilier, etc. Et
que voilà, la communication de la Maison-Blanche là-dessus, ça a été de dire, voilà des vrais hommes, Trump et Zelensky, qui répondent à un vrai conflit de la bonne façon, alors que, voilà, ils incarnent a priori pas du tout la masculinité traditionnelle, guerrière, etc. C'est plutôt une sorte de masculinité un peu géniarde, mais de ceux qui ont le pouvoir. Mais il y a vraiment quelque chose dans la façon dont Vance pointait Zelensky du doigt en lui disant voilà, il faut que tu dises merci, enfin, il faut que vous disiez merci, etc. Tout un voilà, une culture de l'humiliation, de la domination, d'un rapport extrêmement agressif et supérieur au monde, très frappant. Mais alors, justement, parce que l'une des accusations qui est faite au féministe Manon Garcia consiste à dire, en réduisant la place des hommes, en considérant que tous les hommes étaient à mettre dans le même sac, et vous avez provoqué une crise de la masculinité qui a porté Trump au pouvoir. Et alors voilà, aujourd'hui, il a été tenté, il ne l'a pas fait, hein, mais il a été tenté, par exemple, de supprimer le mot-clé femme dans les recherches qu'il était licite de produire aux États-Unis. La chose est plus compliquée que ça, mais je vais vite. Oui, alors, pardon, je vais faire un parallèle un peu audacieux, mais pour moi, c'est un peu comme dire aux Juifs en 1930, vous avez créé l'antisémitisme en étant obsédés par l'argent, etc. Enfin, au fond, quand même, les féministes, je voudrais quand même rappeler que les féministes ne veulent tuer personne, ne veulent castrer personne, ne veulent demandent l'égalité. Enfin, les féministes n'ont jamais tué personne, à la différence des masculinistes d'extrême droite qui tuent à intervalles réguliers aux États-Unis. Donc, je trouve que c'est intéressant. On peut remettre ça en parallèle de quelque chose que j'entends dans toutes les rencontres que je fais toujours, de gens qui me disent « mais ces hommes-là, ils ont des mamans ». C'est au fond, même les types les plus masculinistes, même les types de Mazan, etc., ils ont été éduqués par des femmes. Et en fait, je trouve que c'est une intuition qu'on a tous et toutes. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah non, en fait, ces enfants-là, dans l'immense majorité des cas, ils ont un papa et une maman. Et ils ont vu leur père ne pas être présent, ne pas s'occuper d'eux, ne pas faire de tâches ménagères, ne pas participer à la vie de famille, humilier leur mère. Et donc, ils ont eu ces modèles-là comme étant un modèle de la masculinité. Donc, moi, je crois que c'est étonnant d'assigner la responsabilité de ce qui se passe aux féministes et pas à un agenda politique masculiniste qui domine nos sociétés. Bon, puisque vous avez fait un parallèle avec la question juive, je pense que ce que vous vouliez dire, c'était les juifs qui, dans les années 30, auraient accusé les Allemands ou certains Allemands d'antisémitisme, là, et ils auraient été fondés de le faire. Et vous utilisez dans Vivre avec les hommes le livre qu'Hannah Arendt a consacré au procès Eichmann. J'aimerais que vous expliquiez quel est le parallèle que l'on peut faire entre Dominique Pellicot et Eichmann. Au fond, ce qui m'intéressait, c'est que je ne suis pas journaliste. Je ne suivais pas le procès en journaliste pour informer les gens. Ce qui m'intéressait, c'était de faire de la philosophie avec ce procès, d'essayer de comprendre ce que ce procès disait du monde dans lequel nous vivons, de l'époque que nous traversons, ce qui est aussi ce que Hannah Arendt fait quand elle essaye, quand elle chronique le procès d'Eichmann à Jérusalem. Et ce qu'elle dit, c'est que ce qui la frappe chez Eichmann, ce n'est pas qu'il soit bête, ce n'est pas qu'il soit incompétent, etc., c'est qu'il ne pense pas. Et autant, je ne suis pas sûre que ce soit le cas de Dominique Pellicot, mais c'est quelque chose qui est très frappant chez tous ses co-accusés. Ce sont des hommes qui ne pensent pas, qui n'ont rien à dire de ce qu'ils ont fait, on sent qu'il n'y a pas pour eux matière à penser sur ce qui s'est passé. Alors, certains sont capables de penser, d'avoir des pensées très construites sur d'autres choses. Mais de ce qu'il s'est passé là, ils n'ont rien à dire. Mais alors, c'est justement ça que j'aimerais que vous m'expliquiez, Manon Garcia, parce que lorsqu'on prend la notion de culture du viol, dites-moi si je me trompe, la culture du viol, c'est une sorte de continuum qui explique qu'il y a
une sorte de Zeitgeist, comme on dit en allemand, de climat, de mœurs des temps, qui fait qu'un homme, n'importe quel homme, qu'il soit violeur ou pas, va partager un certain nombre de normes et de références communes. Autrement dit, les accusés de Mazan, comme moi, comme mes camarades que je vois dans la régie, partagent des normes communes, même s'ils ne pensent pas, pour reprendre vos mots, ils sont traversés par les normes de l'époque, c'est ça ? Oui, alors, bon, moi, j'explique dans le livre que je suis un peu mal à l'aise par certains aspects avec l'expression de culture du viol parce que je trouve qu'elle est ou trop spécifique ou pas assez spécifique. Mais je pense qu'effectivement, il y a des normes sociales de la masculinité qui traversent tous les hommes, mais aussi toutes les femmes, sur ce qui fait un bon homme, ce qui fait comment on classe les hommes entre eux, qui sont les vrais hommes, ceux qui sont à la tête de la pyramide. Voilà, donc en études des masculinités, on dit qu'il y a une pyramide des masculinités avec la masculinité hégémonique en haut, les vrais hommes, ceux qui dirigent le monde, etc., donc, qui sont des modèles pour tous les autres hommes et des contrastes pour les femmes. Et donc, évidemment, il ne s'agit pas de dire que tout le monde aurait pu se retrouver, tous les hommes auraient pu se retrouver à violer Gisèle Pelicot. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on comprend des masculinités, de la façon dont les hommes sont éduqués, de ce qui sous-tend ce que c'est que d'être un homme dans la société dans laquelle nous vivons. Et c'est ce que je disais à l'instant. Un des traits de ça, c'est qu'on invite les hommes à ne pas penser leur rapport aux autres gens, à ne pas penser leurs émotions, à avoir une espèce d'incapacité affective. Et par exemple, ça, je trouve que c'est très frappant, ce contraste fondamental de la masculinité entre une supposée supériorité des hommes et la reconnaissance permanente que, ils font des erreurs, ils sont un peu nuls sur plein de trucs. C'est paradoxal. Le côté, ils peuvent pas ramasser une chaussette, ils peuvent pas comprendre que quand ils violent Gisèle Pelicot, c'est pas OK. Et en même temps, comme ce sont des hommes, ils sont supérieurs aux femmes. Mais alors, pourtant, dans le titre, votre titre, Vivre avec les hommes, moi j'ai pensé à l'ouvrage de Mischa de Fonseca, Vivre avec les loups. C'est un titre assez accusatoire. Je pense que c'est plus, on est plus tranquille de vivre avec des loups que de vivre avec des hommes. Non, pardon, je fais un peu des blagues. Vous pouvez poser la question aux éleveurs, je suis pas sûr qu'ils soient d'accord avec vous. Je sais pas, en fait, dans ce titre, ce qui m'intéressait, c'était d'une part de faire un constat sur le fait que ce qu'il se joue dans ce procès nous dit quelque chose de ce qu'est l'existence des hommes, des femmes, etc., parce qu'ils vivent avec des hommes structurés par les normes de masculinité. Mais il y a aussi quelque chose, il y a aussi une référence dans ce titre, pour moi, à la philosophie française contemporaine, etc., avec le concept de vie. C'est-à-dire que moi, je suis une héritière de Simone de Beauvoir qui dit « il n'y a pas de divorce entre la philosophie et la vie ». Et moi, j'essaye d'utiliser des outils philosophiques, des concepts, pour poser des diagnostics. C'est Michel Foucault qui disait que la philosophie, c'est faire des diagnostics. Et moi, c'est ce qui m'intéressait, c'était d'utiliser ce prisme du procès Mazan pour faire un diagnostic sur la société où, bien sûr, il y a des anecdotes, bien sûr, il y a ma participation à ce procès, etc. Mais c'est comment on tire des fils conceptuels pour faire des diagnostics. Oui, mais regardez, quand vous utilisez Hannah Arendt et vous dites vous-même que la notion de banalité du mal, c'est une notion qui ne tient pas. Elle ne tient pas tout simplement parce que, Dieu merci, sociologiquement, on voit qu'Eichmann n'est pas banal. Et c'est ce qui a rendu le nazisme aussi spécifique. Si le nazisme était banal, dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu de procès Eichmann. Dans le procès des viols dits de Mazan, justement, l'une des questions judiciaires qui se posent, c'est la distinction des peines, notamment pour les accusés. Tous n'ont pas agi de la même façon, ils n'ont pas réagi de la même façon. Certains ne sont même pas n'ont pas effectué de passage à l'acte, ont décidé de renoncer. D'autres, mais alors ça, évidemment, c'est impossible à savoir. Dans votre introduction, vous dites sur une commune ou une zone géographique, on a réussi à recruter 70 hommes, mais probablement d'autres ne sont pas venus. Autrement dit, ces comportements, ils demeurent, Dieu merci, singuliers. Le fait de les ramener à la totalité de la population n'est pas quelque chose qui va de soi, sauf si vous considérez qu'on peut les ramener à la population totale. Mais vous êtes sociologue de formation, donc vous savez qu'il y a la différence entre
ce que fait le procès pénal. Le procès pénal a un devoir d'individualisation. Il faut s'intéresser à ces hommes-là, cet homme-là, fois 51. Étudier leur famille, ce qu'ils ont traversé, leur profil psychologique, etc. Et c'est très bien comme ça. Et on découvre voilà, qu'ils ont des existences différentes, qu'ils ont effectivement, certains sont allés 6 fois voir Gisèle Pelicot, certains une seule fois. Bon, on découvre des personnages. Mais ce que veut la pensée philosophique ou la pensée sociologique, c'est essayer de tirer des régularités, de voir s'il y a des choses à tirer. Et au fond, c'était très frappant pour beaucoup d'entre nous, et ce qui explique, à mon avis, le fait que beaucoup de femmes se soient senties très concernées par ce procès, c'est que ces hommes-là n'avaient rien d'autre en commun que d'avoir violé Gisèle Pelicot et d'être des hommes. Ils venaient de milieux différents, de cultures différentes, etc. Et donc, la suite logique, c'était de se dire qu'est-ce qu'il y a dans la masculinité ou dans les masculinités qui explique que des types d'horizons tellement différents puissent se retrouver là et puissent se trouver autant d'excuses de s'être retrouvés là. Et ça me permet de faire un lien avec ce que vous disiez sur la culture du viol. Un des aspects qui m'a frappé dans le procès, c'est qu'un des accusés racontait que le lendemain, il avait dit à ses copains ce qu'il avait fait, et que ses copains lui avaient dit « Oh là là, mec, c'était un viol ». Et donc, quand on entend ça au procès, on se dit « Ah bon, bah, au moins, des gens ont posé les mots, ont dit les termes de ce qui s'était passé ». Mais en fait, ce qui m'a intriguée en y repensant, c'est que il faut imaginer ce qui se serait passé s'il avait dit à ses copains « Oui, hier, j'ai coupé le bras d'un type avec une scie sauteuse dans la rue. » Ses copains auraient dit « Non, mais ça va pas du tout. » On imagine qu'il serait allé à la police, qu'il y aurait eu toute une suite d'événements. La question qui m'intéresse, c'est pourquoi, dans un cas, on lui dit « Oh mec, tu l'as violée la fille hier » et la conversation continue et c'est pas grave et on reste amis et voilà, c'est un non-événement. Et dans un autre cas, ce serait un événement. Donc, dans quelle mesure cette banalisation des violences sexuelles existe? Dans quelle mesure on considère que ça fait un peu partie de ce que c'est que d'être un homme, que d'avoir envie de sauter sur la première femme sédatée venue, que des juges... Voilà. Mais alors, justement, parce que vous aviez terminé, mais il va falloir rappeler ce que ça voulait dire aux plus jeunes. On a terminé la première partie de notre dialogue, Manon Garcia, par la notion d'étoile de mer, qui est une notion dont je me souviens très bien au lycée. La notion d'étoile de mer, et vous disiez, une étoile de mer, c'est en fait une femme qui n'a pas envie. Et qui, de fait, est passive pour signifier son non-consentement. Elle bouge pas. C'est ça l'idée. Et moi, dans mes souvenirs de lycéen, justement, c'était le signe qu'il ne fallait pas. Que c'était une manière de dire que, justement, dans un acte amoureux, on dit faire du sexe. Maintenant, lorsqu'il s'agit de faire du sexe entre un homme et une femme, il faut être avec une femme qui est active et non pas passive. Et la première fois que j'ai entendu parler du procès des viols de Mazan, je me suis dit, mais justement, c'est la contraposée de cette histoire d'étoile de mer. Donc nous avons les mêmes références à cet égard, Manon. Oui, alors, je ne suis pas sûre qu'on ait exactement les mêmes références, puisque pour moi, dans mon éducation, l'étoile de mer, c'était un signe que la femme était un mauvais coup. C'était un signe qu'elle bougeait pas comme il fallait, qu'elle était mauvaise au lit. Donc c'était pas le signe qu'elle voulait pas participer, c'était plutôt le signe qu'elle était nulle. En tout cas, c'était pas un fantasme masculin, si je vous suis. Non, c'était pas un fantasme masculin, mais c'était l'idée que elle faisait pas comme il fallait, etc. C'était pas l'idée qu'il fallait s'arrêter. Mais effectivement, dans le procès des viols de Mazan, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que on n'a pas du tout questionné le fait que ces hommes-là, on a peu questionné le fait que ces hommes-là trouvent ça excitant de violer Gisèle Pelicot. Alors que c'est, à mon avis, quelque chose, et dans les scènes que vous décrivez, vous avez vu les vidéos, on peut tout dire sauf que c'est excitant. Oui, et pour autant... Pour moi, on a affaire à... pardonnez-moi, je vais utiliser un terme alors que je suis évidemment pas spécialiste, mais pour moi, ça relève de la perversion et... Oui, mais le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça relève de la perversion? C'est qu'on a envie c'est une façon de mettre à distance et de dire ces types-là, ils ont un problème de trouver ça excitant. Ça veut dire ça. Et en même temps,
Ce qui m'a frappé dans le procès, c'est que par exemple, il y a un juge qui a interrogé chacun des accusés qui a eu des problèmes d'érection pendant une scène, en disant mais comment ça se fait que ça n'a pas marché, etc. Mais à aucun moment, alors qu'il l'a fait de manière systématique pour tous les hommes qui avaient des problèmes d'érection, à aucun moment il n'a demandé aux autres hommes pourquoi avez-vous eu une érection. Donc c'est qu'il y avait une entente générale sur le fait qu'on comprenait bien qu'ils y soient allés. Au-dessus de cette question, ou à côté de cette question qu'on vient d'évoquer, Manon Garcia, il y a également dans ce procès la question de l'inceste. Oui, effectivement, on comprend au fil du procès que la famille de Dominique Pellicot et Dominique Pellicot lui-même est traversée par l'inceste, qu'il y a eu de l'inceste au niveau de ses parents, de ses frères et sœurs, et qu'il y a des soupçons d'inceste de Dominique Pellicot vis-à-vis de sa fille Caroline Darian, qui en a parlé longuement, et de ses petits-enfants. Et en fait, ce qui est... c'est frappant, il y a deux choses qui sont frappantes. Une première, c'est que le procès pénal est très mal adapté pour analyser le fonctionnement de l'inceste dans une famille, puisque, en fait, ce qu'on comprend, et c'est ce qu'on comprend aussi dans le procès Le Squarneck, qui a lieu en ce moment, c'est que l'inceste traverse les familles, infuse, que ça crée des rapports... pervertis ou voilà, qui ne marchent pas entre chacun des membres de la famille, parce qu'il y a des secrets qui circulent qui ne sont en fait pas des secrets, qu'on sait qu'il y a de la violence, et donc que l'inceste fonctionne comme un berceau des dominations, comme une initiation à la violence sexuelle. Et que du coup, c'est très compliqué de comprendre comment se répartit la responsabilité. Mais alors là, on est encore plus loin, j'ai envie de dire, de la banalité du mal, parce qu'on est vraiment, dans le cas de l'inceste, on est dans quelque chose qui relève du crime anthropologique, quelque chose de très... Vous n'êtes pas d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord, parce que je pense que lorsque Lévi-Strauss parle d'interdit de l'inceste, il fait référence à autre chose au fait que des pères, des beaux-pères, des oncles violent des petites filles ou des petits garçons. Il fait référence aux règles de la parenté dans une société donnée, de qui a le droit de se marier avec qui. Mais au fond... Probablement, mais dans ce cas-là, les mythes grecs aussi, lorsqu'il est question de l'inceste, frappe donc d'une totalité, y compris lorsqu'il n'y a pas de question de parentalité. Ce que je veux dire, c'est que ça traverse l'Occident comme un interdit majuscule, et donc on peut discuter de ces hommes accusés. On a en revanche quelques certitudes sur l'interdit de l'inceste. Oui, on sait que c'est interdit, mais on sait aussi qu'on estime qu'il y a environ 15% des gens qui sont victimes d'inceste. C'est énorme, 15%. Donc, on pense que 20% des enfants sont victimes de violences sexuelles et 10 à 15% des enfants sont victimes d'inceste. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans une classe, vous en avez 5, vous en avez 6 des gens qui sont violés quotidiennement par des membres de leur famille. C'est énorme, c'est un problème de société. Puisque, voilà, bon. Non, mais parce que on parlait on fait des parallèles avec Eichmann, etc. Moi, je vis à Berlin, et à Berlin, il y a ce truc, enfin dans toute l'Allemagne, qui s'appelle les Stolpersteine, qui sont des petits pavés qui sont mis sur le sol avec le nom des personnes qui ont été tuées pendant la Shoah, avec leur nom devant le dernier endroit où ils ont habité avant d'être assassinés. Je trouve que c'est un mémorial c'est un mémorial décentralisé extrêmement puissant, où on voit la Shoah au quotidien quand on marche dans la rue. Et je me suis dit à quoi ça ressemblerait de faire quelque chose équivalent pour les violences sexuelles sur une rue. De dire, voilà, si on mettait sur une façade, je sais pas, des petites... je sais pas, des petits confettis, des graffitis, de quelque chose, de tous les endroits où des viols ont été commis et combien de viols ont été commis. On verrait que les violences sexuelles sont partout, tout le temps. Manon Garcia, une conclusion, ce procès des viols dits de Mazan est derrière nous. La loi, semble-t-il, va évoluer. En tout cas, c'est tombé à l'AFP ce matin, le 31 mars. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Non, mais très bien qu'on fasse une loi. Le problème, c'est que je pense que on a affaire à un problème social. Quand je disais que c'est la fin de l'espoir dans le judiciaire, c'est aussi l'idée que ce dont nous avons besoin pour que des affaires comme les viols de Mazan ne se reproduisent pas, c'est beaucoup plus qu'un petit changement de la définition légale du viol. C'est avoir des fonds pour la police, avoir des fonds pour la justice, avoir des fonds pour l'éducation, éduquer les petits garçons et les hommes à l'introspection, à se mettre à la place des autres, à comprendre que les femmes sont des êtres humains qu'ils peuvent aimer. C'est beaucoup plus large que simplement faire une petite loi. Merci beaucoup Manon Garcia. Merci à vous. D'avoir été avec nous ce matin. Votre livre, qui est un livre important pour prolonger le débat, Vivre avec les hommes. Réflexion sur le procès Pélicaud est publié aux éditions Flammarion. Dans quelques instants, vous aurez droit au journal de 8h45, ça sera même à 8h45, et mes camarades Saltiel et Como.